Bon, on va commencer. Au pire, ils arriveront en cours de route. Donc, bonjour, je suis Myriam Maestri, la dirigeante d'une imprimerie en ligne, printshot.fr, et Chloé Bénèche, qui est chargée de communication chez Printshot. Alors aujourd'hui, on est ici en tant qu'imprimeur pour vous faire part du retour d'expérience de nos clients et aussi vous parler des dernières évolutions du print. Et il y a beaucoup de choses à dire parce que depuis 5 ans, il y a beaucoup de choses qui ont changé et de nouveaux usages marketing du print sont apparus. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va parler aussi du papier connecté. Donc d'ores et déjà, on peut affirmer une chose, c'est que le papier n'est pas mort. Donc il y a eu un débat il y a quelques années. Le papier est mort. On peut déjà balayer cette affirmation. D'une part, nous, en tant qu'imprimeurs en ligne, on est arrivé il y a 5 ans sur un marché très concurrentiel. On a réussi à faire notre place. Donc ça veut dire qu'il y avait quand même des gens qui avaient toujours des besoins d'impression. Les demandes, on les a vues augmenter au fur et à mesure des années. Et surtout, on les a vues évoluer. Alors, elles ont évolué vers le haut de gamme et vers le numérique. Et la preuve en est, il y a quelques stats qui sont parlantes. 77% des Français lisent ou consultent un imprimé publicitaire au moins une fois par semaine. Donc ça, c'est des statistiques qui datent de 2014, donc c'est assez récent. 66% des consommateurs apprécient recevoir des imprimés publicitaires. Ça veut dire que c'est un média plaisir. Il a un taux de mémorisation élevé, 20% supérieur par rapport à un support numérique. Et c'est surtout un média qui génère un acte d'achat avec un taux de transformation plus élevé que l'emailing. 89% se sont déjà déplacés en magasin suite à la réception d'un imprimé publicitaire. En fait, l'avènement du e-commerce et le développement du numérique a créé une relation plus exigeante avec le consommateur, entre le marchand et le client. Le consommateur qui a besoin d'être assuré face à la dématérialisation. En fait, l'arrivée du web a créé une effervescence. Donc, tous les gens allaient tester leur premier achat sur le web. Et en fait, on se rend compte ces dernières années que les consommateurs reviennent en magasin physique. En fait, ils ont besoin de retrouver le contact. Et les annonceurs l'ont compris, puisqu'avec le papier, on crée ce contact, ce lien privilégié. Ça devient un média qui donne confiance et qui crée une relation de proximité avec le consommateur. Donc, un des exemples que Chloé va commenter, je te laisse commenter. Ça fonctionne. Pour illustrer le fait que le papier n'est pas mort, donc tout simplement Nespresso, qui édite un magazine depuis 2004, qu'ils appellent le magazine Nespresso. Ils l'envoient à leurs clients, donc 2 fois par an. En 2004, à l'époque, c'était quelque chose quand même de très corporate. C'était là pour garder, en fait, c'était un cadeau en fait, pour les membres du club Nespresso. C'était réellement pour leur faire sentir en fait, qu'ils faisaient partie d'un club. En 2010, ce magazine a réellement évolué et c'est devenu réellement un média. C'est devenu un city guide, c'est-à-dire qu'ils font un focus donc sur chaque numéro sur une ville, donc où ils parlent donc de la ville, ce qui est possible de faire dans la ville. Ça a beaucoup moins rapport avec Nespresso et le café. C'est quelque chose réellement, c'est un plus. Donc il faut savoir donc que ce magazine est édité à plus d'1 million d'exemplaires et traduit en 7 langues. Donc il le diffuse quand même énormément dans le monde. Et donc la directrice marketing de Nespresso donc remonte en fait que ses clients ont l'impression de recevoir un cadeau de la marque Nespresso. C'est un magazine qui génère maintenant l'attente en fait des consommateurs. Le print est devenu donc ce magazine est devenu quelque chose de, c'est un réel plaisir en fait. C'est un objet haut de gamme que les clients gardent. Voilà. Donc, je vous parlais des changements qu'on a constatés en tant qu'imprimeur. Donc, un des premiers gros changements qu'on a constaté, c'est depuis 5 ans une baisse constante des demandes d'impression en grande quantité. Quand je parle de grande quantité, c'est imprimé à partir de 1000 exemplaires. On a beaucoup de demandes d'impression en petite quantité, d'impression numérique. On parle de numérique parce qu'il y a 2 grosses technologies en imprimerie. Il y a l'offset et il y a le numérique. Et il est vrai que l'optimisation des machines numériques
a bouleversé la donne. C'est pour ça que l'impression offset aussi perd du terrain. Cette technologie a énormément évolué et a ouvert de nouvelles perspectives, puisque maintenant, grâce à l'impression numérique, on peut personnaliser les données. On peut faire de la donnée variable. Donc, je ne sais pas si vous connaissez le principe. Vous voulez envoyer un mailing adressé avec le nom et l'adresse du client. Vous pouvez fournir, vous avez votre imprimé, avec la zone du nom à personnaliser, il suffit de fournir un Excel, c'est très simple, un Excel avec l'ensemble des noms. Et ça, l'impression numérique permet de le faire. Et c'est la grande nouveauté. Et ça a changé la façon de penser le marketing, du coup. Parce qu'on va beaucoup plus faire de personnalisation et le mailing adressé a pris beaucoup d'ampleur. En plus, l'évolution de la technologie a fait qu'on maîtrise mieux les coûts. L'impression numérique est devenue abordable. Et le fait d'imprimer en petite quantité, on supprime les stocks. On ne fait plus de la distribution de masse, où on perd du flyer. C'était souvent du flyer qu'on faisait. On perd du flyer, on a imprimé pour rien et on supprime les stocks grâce à l'impression numérique. Donc on imprime moins en quantité mais plus fréquemment et on peut personnaliser donc l'imprimé. Donc je vous parlais du mailing adressé, donc ça c'est le deuxième constat. C'est un produit qu'on ne propose pas sur le site parce que c'est du personnalisé, ça dépend des données variables de chacun, parce que certains vont vouloir personnaliser une image, d'autres des textes, d'autres des adresses. Mais c'est de plus en plus demandé et les stats parlent d'elles-mêmes, puisque un mailing papier impersonnel distribué en grande quantité a un rendement à 1% de retour positif, alors qu'un envoi personnalisé en petite quantité va avoir 10% de taux positif, de retour positif. Donc la différence est énorme et c'est pour ça que beaucoup de nos clients annonceurs privilégient maintenant, font moins de campagnes mais vont faire du personnalisé. Donc d'autres ciblages sont possibles, je ne vais pas m'étendre, mais il y a le ciblage géographique, notamment on a un annonceur qui fait des campagnes d'affichage grand format dans plusieurs villes en France et selon la ville où il va afficher, il va imprimer une affiche différente. Il va s'adapter, c'est du ciblage géographique, il va s'adapter à la population à laquelle il s'adresse. On a aussi du ciblage comportemental avec l'asile colis, il y a plein de choses possibles. On a constaté aussi la déstandardisation des produits, tout simplement parce que le papier est considéré comme un média haut de gamme et les annonceurs cherchent à avoir un produit qualitatif entre les mains et différenciant. Donc, on a les produits standards, tous ceux que vous allez retrouver sur les sites d'imprimerie, les papiers 350 grammes classiques, et on a tout ce qui est finition, tout ce qui est format particulier, qui est très demandé. C'est pour ça qu'on a de plus en plus, depuis 2 ans, là, on voit les demandes hors site, les demandes personnalisées qui explosent, parce que les annonceurs recherchent cette différenciation via des finitions de papier, des papiers de création aussi. Parfois, on va commander au papetier des papiers qu'on ne connaissait même pas nous-mêmes. Et en fait, on cherche de plus en plus à mettre le papier en avant et avoir un côté haut de gamme avec ce média. Enfin, le papier, c'est donc un objet haut de gamme et c'est le média qui va jouer le rôle principal dans les campagnes multicanales. Alors, qu'est-ce qu'on entend par campagne multicanale ? Il y a 2 choses. Il y a les annonceurs qui vont décliner une même campagne sur les différents médias. Ils vont la faire sur le print, ils vont la faire à la télé, à la radio, mais ça va être la même campagne. Et ce qu'on voit apparaître et qui est très efficace, qui a un taux de rendement élevé, c'est créer une synergie entre les médias. Et c'est là qu'on voit le rôle du papier dans le papier en tant que papier connecté. C'est que maintenant, le papier, c'est lui qui joue le rôle principal et qui va renvoyer vers les autres médias. On va rentrer dans le détail tout à l'heure avec les différentes technologies de papier connecté. La nouvelle donne à prendre en compte. Alors, je crois que Chloé, tu as un exemple. Je te laisse.
Oui, donc juste pour en revenir donc, au fait que le papier est devenu important et donc dans les stratégies donc, de cross-média, ce qu'on voit de plus en plus, c'est toutes les marques, mettons, de tout ce qui est semi-luxe, habillement ou même déco, tout ça. À partir du moment où vous êtes dans leur base de clients, la plupart du temps, comme là, hier, c'était le début des soldes, on va vous envoyer un mail, un SMS, et pour beaucoup, ces marques-là font du print et envoient des invitations personnalisées. C'est une réelle synergie en fait, entre ces trois médias qui font en fait, que vous allez vous déplacer en magasin. Et le papier joue un rôle qui est quand même très important parce que vous avez donc déjà quelque chose entre les mains. Il faut savoir que 90% des personnes consultent leur boîte aux lettres tous les jours. Vous êtes sûr en fait d'atteindre ces personnes. Alors qu'un mail, la plupart du temps, ce genre de mail finit dans les spams ou il finit supprimé sans être lu. Voilà. Et la nouvelle donne à prendre en compte, c'est l'arrivée l'essor du mobile, le développement du digital. En 2014, 57% des Français possédaient un smartphone. Et les usages du mobile se sont développés. Avant, on recevait les appels, les SMS, on en parlait. Maintenant, on va naviguer sur son smartphone. On va consulter des emails. On va télécharger des applis. On va jouer sur son téléphone. Ça devient un outil de consommation qui est très présent au quotidien. Et surtout, c'est devenu un canal d'achat. 37% des acheteurs en ligne ont réalisé au moins un achat sur mobile en 2015. 42% de croissance des achats via un mobile en 2015. Donc ça, c'est des statistiques très récentes. Et la France est le 3e pays qui dépense le plus sur mobile en Europe. Donc je vous laisse deviner qui est devant, l'Allemagne et l'Angleterre, ou qui sont déjà plus avancés sur ces usages-là. Donc cet essor du mobile relance la stratégie print. On voit bien qu'il y a plusieurs médias qui interagissent entre eux. Il y a l'arrivée de ce média qui a un fort potentiel, qui est le mobile. Le print, qui est un média puissant également. Donc, je vous ai démontré que le papier n'est pas mort. Là, je vais vous démontrer que le papier va renforcer son intérêt en s'appuyant sur les comportements de consommation du digital. Et on va parler d'imprimé connecté ou enrichi. Donc, enrichi, vous allez comprendre pourquoi on emploie ce mot-là. L'imprimé enrichi, l'imprimé connecté, on a commencé à essayer de le faire il y a longtemps avec... on mettait... je ne sais pas qui a déjà fait des campagnes print ici, s'il y en a qui l'ont déjà... Voilà. Est-ce que vous avez mis le nom d'un site internet, des icônes de réseaux sociaux? Bon, c'est le classique, c'est ce qu'on a commencé à faire pour essayer de renvoyer vers les autres médias. Et en 2007, alors 2005, 2007, en Europe, il y a le QR code qui est arrivé. Et après, pendant que le QR code était en train d'être utilisé plus ou moins, il y a 2 nouvelles technologies qui étaient en train d'être travaillées et techniquement qui ont commencé à aboutir ces 2 dernières années. C'est la reconnaissance d'image et le papier NFC. Reconnaissance d'image liée aussi à la réalité augmentée. Le QR code. On va en parler, on va s'arrêter dessus, c'est important. Parce qu'il y a des choses qui ont fonctionné, des choses qui n'ont pas fonctionné, et des choses dont nous, annonceurs, éditeurs, on doit tirer leçon. Le QR code, c'est le premier connecteur du papier, donc on lui doit ça. C'est le premier vrai connecteur. C'est la technologie la plus mature pour lier print et digital. C'est celle qu'on connaît tous, plus ou moins, parce que je ne suis pas convaincue que tous les consommateurs sachent utiliser un QR code. Et... Excusez-moi, j'ai perdu mon fil. Il y a eu de très belles choses de faites avec le QR code. Nous, on a vu en 2012 et 2013, il y avait sur une carte de visite sur 5 qu'on imprimait avec des QR codes chez nos clients. C'était énorme, une carte de visite sur 5. Donc le premier usage qu'on a fait, le QR code est arrivé, on en met sur les cartes de visite. Et on l'a vu. Après, on avait beaucoup de demandes de brochures avec le QR code. Donc ça marchait assez bien. Et là, il y en a une belle illustration d'un pure player qui est revenu au papier. C'est Amazon qui a fait... alors, c'est du flash code. C'est le même principe. C'est du code barre à détecter. Donc, Chloé, tu as... Oui, donc en effet, donc Amazon, donc le pure player web que tout le monde connaît. Donc à Noël 2015, ils sont revenus vers le print. En fait, ils se sont rendus compte que c'était un très bon média pour en fait diffuser leur catalogue de Noël. Donc déjà, tout simplement, le catalogue print leur permettait de diffuser une offre beaucoup plus large qu'un mailing.
Donc ce catalogue, il faut savoir que ça a été quand même très bien fait. Donc ça a été un catalogue adressé. Ils ont fait une réelle recherche. C'est un envoi très ciblé. Seules les personnes ayant des enfants ont reçu ce catalogue. Il y a eu une réelle recherche. En fait, ils avaient quand même pas mal de data, donc liées à leur site internet évidemment. Donc ce catalogue était sans prix. Donc les prix étaient accessibles en fait tout simplement via leur application Amazon. Il suffisait de flasher en fait. Donc là, c'était des codes barres. Ce qui a été particulièrement apprécié dans ce catalogue, c'est-à-dire que les jouets étaient quand même très bien mis en avant. C'était un catalogue sans prix, évidemment. C'est le catalogue du Père Noël, donc déjà pas de prix. Ça a permis aussi à Amazon, en fait, derrière, d'adapter les prix des jouets, en fait, en fonction du succès qu'avait tel ou tel jouet. Ils avaient la main sur ça, en fait. Grâce au fait que les prix n'étaient pas annoncés, en fait, ça leur permettait de les modifier derrière. Ce qui a été très bien fait aussi, c'était une réelle approche didactique. Donc, ils ont réellement expliqué aux consommateurs comment ça fonctionnait, comment il fallait faire. Donc, ça a rencontré un franc succès. Ça leur a permis déjà de récolter énormément de data, vraiment très comportementale. Donc, c'est-à-dire à quelle heure les gens achetaient, qu'est-ce qu'ils achetaient, qu'est-ce qu'ils flashaient, pourquoi, est-ce qu'ils allaient au bout en fait de l'acte d'achat ou non. Ça leur a permis aussi donc d'augmenter le panier moyen et de capter tout ce qui était envoi en fait de très gros jouets que les gens n'avaient pas du tout envie d'aller chercher au magasin. Voilà. Donc ils ont eu un franc succès avec ce catalogue. Vous avez vu le titre de notre conférence, c'est un peu incisif. Hein, le QR code est mort, vive le papier connecté. Donc on a quand même de beaux exemples de QR code, de campagnes qui ont fonctionné. C'est quelques petits exemples. La preuve en est, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est? Je vous parlais d'une carte sur 5 chez nous avec du QR code. Maintenant, on en a une carte sur 10, voire 15 avec un QR code. C'est passé de tout à rien, quasiment. Pourquoi? Parce que, peut-être que les annonceurs se sont rendus compte, avoir son QR code sur la carte de visite, c'est bien, mais on a déjà les infos sur la carte de visite. Est-ce que ça apporte un supplément d'information? Pas vraiment. En fait, on énonce 5 raisons d'un échec. Alors, un échec, il faut s'en servir. Il faut essayer de comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné et essayer de s'en servir pour les nouvelles technologies et pas refaire les mêmes erreurs, nous, en tant qu'annonceurs et éditeurs. Donc, déjà, le QR code, il faut dire ce qui est, c'est peu esthétique. Même si celui de PrintShot, là, il est joli, on peut mettre des couleurs, mais ça reste peu esthétique. Ça reste un code barre. Il est imposant. Il faut savoir que pour scanner un QR code, il faut qu'il fasse minimum 2 ou 3 cm. Si on a 2 cm, peut-être que ça ne passera pas. Donc, vous avez lancé votre campagne print, vous vous rendez compte que votre QR code ne fonctionne pas. Vous n'avez plus qu'à réimprimer et le mettre un peu plus gros. Donc, c'est quand même une solution instable techniquement, parce qu'on est très dépendant de la lecture de ce QR code. On a mis une stat qui est quand même assez révélatrice. En France, en 2013, il y avait 28% des utilisateurs de smartphones qui déclaraient avoir scanné un QR code, contre 60% au Japon. La différence, elle est énorme, ça s'explique pour plusieurs raisons. Parce que déjà, le QR code a été lancé au Japon en 2001. Donc, c'est eux qui l'ont lancé, ils avaient la maîtrise de la technologie. Et puis surtout, c'est que sur leur smartphone, les Japonais, l'application de lecture de QR code est préalablement installée. Donc on a un smartphone, on n'a pas besoin d'aller s'embêter à aller chercher l'application de QR code, elle est déjà installée. Ils ont fait des campagnes télé pour éduquer les consommateurs, pour leur apprendre à utiliser les QR codes, et après ils l'ont mis partout. Donc ils ont vraiment su ils ont réussi à apprendre aux consommateurs et à donner ce réflexe de flasher les QR codes aux consommateurs. Ce qu'on n'a pas réussi à faire en France et de manière générale en Europe. On a été moins bon en termes de créativité, on n'a pas su créer cette interaction. Et c'est ça qu'il faut garder en tête. Maintenant, il faut essayer d'aborder les choses différemment. Et là, on en vient à ces 2 technologies qui arrivent, qui commencent à être préférées au QR code. Il y a plein de raisons, parce que déjà, on enlève le côté inesthétique du QR code. Ces 2 technologies, elles sont maîtrisées techniquement. Il ne manque plus qu'à les intégrer dans nos campagnes publicitaires, c'est très facile. Le papier, il y a 2 choses. Il y a le papier NFC. Je ne sais pas si vous connaissez la technologie NFC déjà. Donc, c'est une technologie en fait qui permet, via 2 appareils, d'échanger des données. Vous connaissez le Bluetooth, non, ce n'est pas cette technologie, mais le Bluetooth, c'est pareil, ça permet d'échanger des données.
Là, l'année dernière, il y a un fabricant de papier français en coordination avec une régie publicitaire française. Ils ont lancé la production d'un papier connecté. Un papier, alors où ils ont intégré dans la fabrication de leur papier, entre des couches de papier, ils ont intégré cette puce NFC. Du coup, maintenant, c'est plus entre deux appareils qu'on peut échanger les données, c'est entre le papier et le smartphone. Alors, le principe, vous avez un papier connecté, NFC, vous posez votre smartphone, aucune application on n'est pas obligé de télécharger une application. Le smartphone a la technologie NFC intégrée et on a juste à poser le papier et là, une animation se met en route. Le smartphone avec le papier, il faut au moins 10 cm de contact, 10 cm de distance, pas plus. Et ça se met en route. Pas d'application. Oui ? Tout ce qu'on veut. On peut renvoyer vers des vidéos, on peut renvoyer vers du contenu qu'on peut changer par la suite. C'est à nous de déterminer. On pose le smartphone. Si on veut que ça soit une vidéo qui se mette en route, c'est une vidéo qui se met en route. Il n'y a pas. Non, c'est le téléphone qui a la puce NFC. Tous les smartphones ont la puce NFC. Alors non. Alors justement. C'est là, il y a des limites. Il y a des limites. Le problème du NFC, la grosse limite, c'est pour ça que moi j'ai une préférence pour la reconnaissance d'image. Je pense que quelqu'un dans la salle sera content que j'ai cette préférence-là, puisqu'on a quelqu'un qui fait ici de la réalité augmentée, qui saura très bien vous en parler par la suite si vous voulez aller le voir. C'est que le NFC, le problème, c'est que tous les mobiles n'ont pas cette technologie intégrée. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, il y a certaines marques de smartphones qui limitent l'usage. Par exemple, Apple, ils ont le NFC intégré, mais ils l'activent que pour le paiement sans contact Apple. Le paiement sans contact, votre carte Navigo, c'est du NFC. Navigo, je pense. Mais c'est du sans contact. C'est du sans contact. Les paiements sans contact, c'est du NFC. Et c'est le même principe. Là, on pose, la puce est intégrée dans le papier, on pose, et le contenu se met en route. Parce que le téléphone détecte qu'il y a une autre technologie NFC à côté. Alors voilà, c'est ça. C'est pour ça, pour moi. Alors oui, vous avez une autre information. Et ils le font. Alors je crois aux États-Unis et pas en France, ils font le paiement sans contact Apple. Et voilà, ils le font pas. C'est ça. Et c'est pour ça qu'il y a une grosse limite à cette technologie actuellement. Alors on espère que ça va évoluer. Par contre, il y a une autre technologie qui est la reconnaissance d'image et qui elle a un gros potentiel, mais qui va nécessiter le téléchargement d'une application. Alors le téléchargement d'une application, j'ai une autre stat, j'ai beaucoup de stats, hein, mais c'est des appuis. Je crois qu'il y a ça a augmenté de 7 points le téléchargement des applications de 2014 à 2015. Donc les gens ont de plus en plus quand même le réflexe de télécharger des applications. Maintenant, c'est à nous à éduquer et à leur apprendre à télécharger cette application et leur donner ce réflexe-là. Donc, la reconnaissance d'image, elle consiste à télécharger l'application avec laquelle on prend une photo, en photo un imprimé, on prend en photo l'imprimé. Une fois l'image reconnue, qui aura été préalablement stockée, pour qu'elle soit reconnue, stockée dans une base de données, l'utilisateur est redirigé vers différents contenus. Donc je pourrais vous faire une ou deux démonstrations. Là, c'est un peu difficile. Il faudrait que je vous montre un par un comment ça fonctionne. Donc il y a plusieurs actions qui sont possibles. Je vais vous donner on a un exemple là, on a imprimé pour les casinos tranchants un spectacle, une plaquette publicitaire, et il y avait un spectacle et un jeu concours. Et quand on prend en photo avec l'application le jeu concours, il y a 3 possibilités. On peut aller sur leur site, on peut réserver dans l'agenda, on peut accéder à l'agenda de son iPhone pour réserver l'événement, et on peut acheter le spectacle en ligne. Et pour le jeu concours, on peut aller jouer en ligne, on peut remplir un formulaire. Et ça, c'est ce qui est très intéressant dans cette technologie, c'est qu'on se rend compte que le spectacle ne marche pas, on peut aller changer le tarif. On se rend compte que ça ne fait pas assez d'entrées, on va changer le tarif. On peut diminuer le tarif, on peut faire une autre offre, on peut renvoyer vers un autre spectacle. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'on peut vraiment changer les données en temps réel. On peut s'adapter à la façon dont réagit le consommateur. Donc, il n'y a pas de surcoût d'impression.
Hein, le papier, quand même, à NFC, il y a un coût d'impression, il faut intégrer la puce et tout ça. Là, on imprime comme d'habitude. Il faut quand même préciser sur l'imprimé que c'est scannable avec telle application. C'est la seule contrainte. C'est une contrainte de créatif, au final, pour inciter à flasher. On paie le stockage des données. Bon, alors ça dépend des logiciels, hein, mais il y a on va payer quand même certaines choses. Le stockage des données, le fait de récupérer des statistiques, hein, parce qu'on récupère de la donnée aussi. Nous, de notre côté, on récupère, si on met des formulaires en place, on récupère de la donnée. Donc les gros avantages de cette solution, j'en ai mis plein parce que c'est quand même... Bon, ce qui est très intéressant, c'est que c'est durable dans le temps, vous l'avez compris, c'est modifiable. Il y a l'exemple d'un voyagiste qui a travaillé avec nous. Il a mis en place un catalogue de voyages et il se rendait compte qu'une destination, elle ne faisait pas le plein. Donc il a baissé les tarifs, mais il aurait pu faire une offre commerciale, il aurait pu renvoyer vers une autre destination. Parce qu'il avait aussi mis en place un formulaire en ligne pour mieux connaître le consommateur, un formulaire qui disait « Vous avez des enfants, quel est votre sport préféré ?» Et du coup, en scannant une destination qui ne marche pas très bien, il aurait pu très bien renvoyer vers une nouvelle destination qui correspond au formulaire que le consommateur a rempli. Donc il y a vraiment plein de choses à faire. Il faut imaginer, il faut l'adapter à nos secteurs propres. En fait, on peut adapter l'offre au profil des mobinotes. On récupère de la data, ça c'est un point important quand même. On parlait de mesures tout à l'heure. On peut récupérer de la data, mesurer combien de fois ça a été scanné et du coup en décider de nouvelles actions et des actions qui peuvent être immédiates. On peut traquer les achats aussi derrière. On peut mettre en place des trackings pour savoir qui allait acheter derrière ou qui allait réserver, traquer les conversions. Ça augmente la durée de vie du papier. Par exemple, si on prend le catalogue du voyagiste, on peut imaginer le catalogue de l'année dernière, on est plein à l'avoir encore, on peut le ressortir, scanner l'image des voyages de 2015 et on est renvoyé vers les nouvelles offres 2016. Donc il y a une réutilisation possible du papier. Et ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire, tiens, voilà, je suis partie avec le voyagiste l'année dernière, qu'est-ce qu'il propose cette année ? Je n'ai pas le catalogue, mais je peux scanner et être envoyé vers les offres actuelles. C'est une démarche, je parle de non intrusive, hein, parce que s'il ne veut pas scanner, il ne veut pas scanner. On n'arrive pas, ce n'est pas une pop-up, une publicité qui arrive, ce n'est pas intrusif. Et bon, il y a quand même cette limite de créer l'usage. Et ça, c'est à nous. Aujourd'hui, le but de la conférence, bon, c'est bien sûr vous présenter les technologies qui sont là, qui sont abouties, hein, celles de la reconnaissance d'image et de la réalité augmentée. Il y a vraiment des logiciels qui sont très efficaces. Maintenant, c'est à nous de penser les campagnes et de créer l'usage. Il faut vraiment qu'on éduque le consommateur. Il ne faut pas qu'on fasse la même erreur qu'avec le QR code. Donc là, ça fait 2 ans qu'on en parle de la reconnaissance d'image. C'est en train de se commercialiser auprès des imprimeurs, notamment parce que nous, on est le contact entre les annonceurs et les consommateurs. Donc, on se doit d'éduquer et d'en parler le plus tôt possible et d'intégrer ça et de le tester rapidement. Donc, je crois que tu as un exemple. Il y en a qui se sont déjà lancés. J'en ai même 2. Donc Gradia l'a fait en 2013. C'était pour leur magazine, les gros magazines de mode qui sortent en septembre, donc pour présenter toutes les nouveautés. Donc eux, un peu comme Amazon, ils ont fait quelque chose de très didactique. Ils ont expliqué textuellement aux consommateurs comment utiliser donc, la réalité augmentée et donc la reconnaissance d'image. Donc, ce qu'il y a de bien avec Gradia, c'est-à-dire qu'ils avaient intégré en fait cette application à leur propre application, parce qu'il faut savoir que donc beaucoup quand même de lectrices ont aussi l'application Gradia. Elles n'achètent pas toujours le magazine, elles lisent aussi le magazine directement depuis l'application. Donc, il suffisait en fait de lancer l'application et de viser les images en fait qui étaient équipées donc toujours d'une petite pastille en disant je suis scannable. Donc ce qu'ils avaient mis en place derrière, donc ça a été des vidéos, des musiques, les défilés, des tenues, ce genre de choses. Donc ça a été réellement enrichi. Il faut savoir que Gradia avait aussi fait énormément de teasing par rapport à ce nouveau numéro en réalité augmentée. Ils avaient fait donc des annonces YouTube, ils avaient
généré un buzz sur les réseaux sociaux. Donc, toutes les lectrices étaient dans l'attente en fait de ce fameux magazine en réalité augmentée avec plus de contenu. Il faut savoir que le magazine, du coup, vu que la technologie, en fait, le prix de l'impression coûte le même prix qu'un magazine normal, le magazine était au même prix que tous les autres numéros en fait de l'année. Donc, c'était réellement un plus et une valeur ajoutée pour Grazia. Ceux qui l'ont aussi fait, donc c'est le magazine Étape, qui est un magazine donc, sur le graphisme. Donc même principe, hein, via leur application qu'ils avaient appelée Extra. Donc on ouvrait Extra et on flashait les différentes images munies de la pastille. Donc il y avait donc du contenu web, des vidéos, des images, beaucoup de tutos, de choses comme ça. Donc c'est quelque chose qui a été très très apprécié. Et donc idem, le magazine coûtait exactement le même prix que les magazines habituels et l'application était gratuite en téléchargement. Voilà, donc ça permet de réellement donner du plus et renvoyer donc vers que ce soit donc là c'était des magazines, mais après ça on peut tout à fait renvoyer vers des sites internet, faire tout type de contenu. Donc Grazia avait fait même des playlists, des vidéos, des contenus web. Il y avait un jeu concours idem où on pouvait participer directement. Voilà, donc ça a généré quand même énormément d'interactions. Donc en conclusion, hein, on va répéter un peu tout ce qui a été dit, hein, mais on parle d'imprimer enrichi parce qu'on enrichit le contenu, parce que ça apporte des éléments complémentaires, des éléments que l'on ne peut pas mettre faute de place sur un imprimé, ou des éléments qu'on va rajouter parce que sur l'imprimé, on a décidé de créer un peu de suspense, c'est dire je veux scanner pour en savoir plus. Donc on enrichit l'imprimé. Et on peut y associer des vidéos, des sons en vision de 3D, la réalité augmentée. On peut l'actualiser à tout moment. Ça, c'est le gros point positif. Sa durée de vie, donc la durée de vie de l'imprimé est prolongée. On peut interagir avec le consommateur. Maintenant, on n'attend plus que la demande vienne à nous. On peut adapter l'offre à la demande à tout moment. Et c'est un outil de force de vente unique dans le sens où il est nouveau, qui crée une expérience utilisateur complètement nouvelle. Il permet d'augmenter la conversion des campagnes print et il dynamise la communication. Donc maintenant, le champ d'application de ces technologies n'aura de limite que la créativité des annonceurs. Voilà, moi j'ai juste quelques autres exemples, donc un autre, et juste pour rebondir donc sur l'actualité en ce moment, vous avez dû tous voir la dernière campagne de Médecins du Monde qui est affichée à la Sauvage dans Paris, parce qu'ils n'ont pas eu donc le droit d'afficher. Ce qui aurait pu être fait, en fait, cette campagne a été mise en place dans le but que les gens signent une pétition pour faire baisser le prix des médicaments. Donc là, c'est une affiche classique, ils n'ont pas du tout mis en place la reconnaissance d'image, mais ce qui aurait pu être imaginé, c'était réellement mettre en place cette reconnaissance d'image. Les gens auraient juste flashé, en fait, les différentes affiches qui sont dans Paris pour pouvoir signer directement la pétition. Ça aurait été une des applications possibles de la réalité augmentée. Donc là, totalement autre chose. Donc pour aller encore plus loin avec la reconnaissance d'image et la réalité augmentée, ce qu'ils ont fait, c'est Kiabi. Ils ont fait un pyjama connecté, donc via leur application Pijibook qu'il fallait télécharger. Donc en achetant un pyjama, en fait, vous achetiez aussi, Kiabi vous offrait des histoires. C'est-à-dire qu'en fait, vous flashiez, donc sur les pyjamas, il y en avait un pour garçon, un pour fille. Il y avait 3 motifs différents qui étaient répétés sur le pyjama classique des pyjamas d'enfants. Et vous flashiez donc du coup un élément. Donc mettons là pour les petites filles, la chaussure de Cendrillon, renvoyée directement vers l'application donc Pijibook qui vous permettait de lire l'histoire de Cendrillon à votre petite fille. Il y avait 3 histoires différentes. C'est quelque chose qui a été énormément apprécié, parce qu'il faut savoir que ce pyjama coûtait donc que 15 €. Mais il y avait une expérience client derrière qui était géniale. Et une réelle interaction en fait avec le consommateur. C'était pour l'achat d'un pyjama, vous achetiez le pyjama, mais vous aviez du coup le livre et qui était aussi disponible en audio et en vidéo. Voilà. Ici, parmi nous, on a Urban Image qui vend une solution de réalité augmentée, qui m'a donné un très bel exemple tout à l'heure. Je vous invite à aller aussi le voir, venir nous voir. On vous montrera d'autres exemples, mais c'est un très bel exemple de réalité augmentée sur des imprimés. Il est juste là. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Quelqu'un l'a déjà testé, la reconnaissance d'image, a déjà vu l'application en route? Entendu parler? Oui. Ouais.
Donc vous voyez, même nous, je pense qu'il y a un gros travail à faire. Il faut vraiment que ça prenne. L'avantage qu'on va avoir par rapport au QR code, c'est que le marché du smartphone est plus mature qu'il y a 10 ans que quand à l'arrivée du QR code. Donc ça va être quand même plus facile à intégrer auprès des consommateurs. Les limites, alors j'ai parlé des limites du NFC. La limite de la réalité augmentée, moi, le problème que je vois, bon, il y a le téléchargement de l'application, mais ça reste un petit problème, c'est est-ce que l'application donne le nom de la marque à chaque fois à l'application? Est-ce qu'on passe par des applications globales? C'est toutes ces questions qu'il faut se poser, qui ne sont pas forcément évidentes, mais c'est de la stratégie plus. Ouais, oui, mais après, on peut personnaliser le nom de l'application. Si vous avez déjà une application, c'est possible de l'intégrer aussi à cette application-là. Mettons, il y a certaines banques, des fois, qui le font, ou dans votre application de banque que tout le monde a, il y a une zone, en fait, comme votre application est segmentée, il y a cette zone-là où vous pouvez scanner, du coup. Oui. Je vais vous demander, est-ce que le fait simplement de télécharger l'application n'engendre pas derrière des problèmes de sécurité, des problèmes de confidentialité d'informations, etc. Alors ça, j'espère que David peut nous aider sur cette réponse. C'est une question que je pose parce que j'ai échangé avec beaucoup de personnes proposant ces logiciels. Donc, je peux te donner... Bonjour. Bon, moi, je suis cofondateur en fait d'une société qui s'appelle Urban Mirage, pas Image. C'est pas grave. Et on est dans la réalité augmentée. Alors, c'est une très bonne question. Et je dirais que ça dépend de l'éditeur qui est derrière. Aujourd'hui, il y a plusieurs sociétés qui se lancent dans la réalité augmentée. Et quand je parle d'éditeurs, c'est quelle est la stratégie, quelle est la volonté finalement des éditeurs en termes de sécurité. Nous, on a fait un choix, c'est que pour toute reconnaissance d'image, c'est validé par une personne. Ce qui empêche, par exemple, on va voir des grandes sociétés qui me disent bon, moi, je suis Danone, je ne veux pas que lorsqu'on scanne mon Activia, ça soit orienté vers un Yoplait. C'est un exemple parmi d'autres. Tout à l'heure, on a parlé d'un exemple. Pourquoi pas utiliser toutes les affiches dans Paris pour pouvoir envoyer vers une pétition? On ne le permet pas, en fait, parce qu'on a besoin de l'autorisation de la marque, de la société pour pouvoir lancer des campagnes. Et donc, en termes de sécurité, après, on permet vraiment d'avoir une maîtrise de la notoriété, une maîtrise de l'image de marque de la société. Ce que je veux dire, c'est que ça peut aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire, admettons, à partir du moment où vous avez un échange de data, que, je ne sais pas moi, le fait que vous scanniez une image, oui. Ben, il va falloir envoyer au serveur de l'application le fait de dire ben, il a été sur telle image, etc., etc. Mais simplement le fait qu'il soit dans votre smartphone ou dans le truc, ça ne m'empêche pas éventuellement, plutôt que d'envoyer une image ou en même temps qu'il envoie l'information de dire il a été sur la page numéro 26, tiens, je t'envoie le répertoire de la personne avec tous ses contacts, tous ses numéros de téléphone, des trucs ou des informations qui n'ont rien à voir à la base avec l'application et qui deviennent des informations personnelles. Et dans l'absolu, pourquoi pas, je vais être méchant, je vais vous dire, je vais créer une application, parce qu'aujourd'hui vous avez des petits jeunes qui créent des applications avec Twitter, il vous a créé une application avec tout ce qu'il veut, et il va vendre l'application, je sais pas moi, 10 centimes, d'accord, simplement pour faire un prix d'appel, mais ce qui l'intéresse, c'est pas l'application qu'il a vendue, mais c'est d'avoir les informations personnelles que vous avez sur votre smartphone, et de pouvoir se constituer une base de données dans l'absolu, et à partir de là, après, faire comme en exemple, ou avoir des informations. Vous savez qu'aujourd'hui, sur votre smartphone, le fait simplement que vous vous connectez sur votre email, et ben, vous avez vos données, vous avez vos trucs, vous avez vos codes, vous avez tout un ensemble de choses qui potentiellement peuvent échapper à travers ce canal du data. Et c'est là que je dis, ça dépend de l'éditeur. Nous, on a notre application, on demande juste l'accès à l'appareil photo. Par définition, il faut être vigilant, et non seulement vigilant, mais il faut être très soupçonneux. Mais ça, c'est pas propre à des logiciels comme vous, c'est le propre du web et du digital.
Mais ça, c'est le propre de tout ce qui est web et digital. À partir du moment où on navigue sur notre téléphone, d'où c'est pour ça qu'ils ont développé la navigation privée, que de plus en plus de gens utilisent la navigation privée. On essaie de limiter ces failles de sécurité. Après, les applications, comme vous le disiez, c'est qu'on a accès, eux, ils ont accès qu'à l'appareil photo. Bon, d'accord, c'est déjà pas mal. Mais ça peut être limité et maîtrisé. Et c'est sûr, on est dans le digital, donc les failles, on va les découvrir quand il y en aura aussi. Alors, ça, c'est une très bonne question parce qu'il y a quand même certaines limites. Il y a des textes qui ne sont pas très bien lus. Il y a une des applications que j'ai testées, elle détecte une image à 60% environ. Donc c'est quand même, c'est-à-dire qu'on prend juste une petite bout. Alors c'est les contraintes techniques du print. Hein. Il faut que ça soit créé en 300 dpi, en CMJN pour une bonne impression ou en Pantone. Il n'y a pas de contraintes particulières. Par contre, si, je vous laisse en parler parce que vous me l'avez très bien dit tout à l'heure sur les logos. Oui, en fait, il y a quelques contraintes. On va dire, plus il y a de détails, plus ça sera facilement reconnaissable. Je donnais un exemple, il y a une grande société, je ne vais pas citer le nom, mais qui a un fruit en logo. Et le fruit est tellement rond c'est une symétrie quasi parfaite. Et dans ce cas-là, on a du mal à faire de la reconnaissance. Après, il y a des marques comme Samsung, par exemple, c'est juste du texte. On saura le faire de la reconnaissance dessus. Donc il y a certaines contraintes. Ça ne marche pas 100%, mais on va dire dans 98% des cas, ça passe. Les pavés de texte, quand on a juste un pavé de texte, c'est ça. C'est pas adapté. C'est pas adapté. C'est pas forcément adapté à ça. Après, c'est vraiment une utilisation. Enfin, qu'est-ce qu'on veut Je pose une question. Imaginons on a un grand visuel, je sais pas, un 4x3 ou peut-être quelque chose de plus modeste, avec tout un tas de détails visuels, etc. Et en fonction de la partie que la personne va scanner, avec son appareil photo, là on a un contenu qui va être différent. On peut zoner. On parle de zone, effectivement. Ouais. On peut parler d'un. Effectivement, si on prend cette page, on peut dire si je scanne la page globale, j'ai une information. Par contre, si je scanne le logo Microsoft, j'ai que l'information de Microsoft. Et là, effectivement... Et en base de données, on aura déclaré deux images, l'image globale et l'image du logo. Et puis... Voilà. Ah oui, tout à fait. Après, il ne faut pas que l'image soit déformée, parce qu'on a eu des clients, justement, si je prends le logo de PrintShot, si je le scanne, j'ai de l'information. Maintenant, si ce même logo, je l'ai déformé parce que pendant ma présentation, et à un moment, sans faire exprès, je l'ai étiré vers le haut, vers le bas, bon, c'est déformé, c'est considéré comme un autre visuel. Et là, ça pourrait ne pas marcher. C'est une autre contrainte. Oui, mais c'est des contraintes que nous, en tant qu'imprimeurs, on a, hein, parce que quand on a un logo flou imprimé, qui apparaît sur un imprimé, ça dépend de la création du client. C'est toujours pareil. Il faut respecter les normes d'impression. C'est très important pour que l'image elle colle aussi avec ce qu'on a déclaré. En fait, de facto, on arrive à une situation où vous avez de moins en moins de papier. Vous venez plutôt prestataire de service. Le début de la présentation disait le contraire. C'est qu'on imprime moins en quantité, mais beaucoup plus fréquemment. On a beaucoup plus de demandes, de brochures en 500 exemplaires pour d'une campagne ciblée. Ils font beaucoup plus de ciblage et on a beaucoup plus de demandes. Et le papier, il y a eu un regain sur le papier, comme j'expliquais, parce que le papier est devenu un lien de proximité avec le client. C'est le média qui permet d'avoir encore un contact physique avec le client. Mais le NFS, papier NFC. Et non, c'est intégré dans le papier, la puce. C'est dans le papier. Alors, et voilà, ça, justement, c'est assez élevé. C'est pas encore. Alors, c'est une technologie toute nouvelle. Je n'ai pas encore les tarifs exacts. on va dire en termes de pourcentage de l'un à l'autre, c'est de 1 à 10, de 1 à 1, 1 à 2. Pourcentage en termes, je ne sais pas. Je ne saurais pas vous dire exactement. Ils sont en train de le commercialiser, là. Non, mais non, parce que moi, je l'ai dit clairement, j'ai une préférence pour la reconnaissance d'image. Pourquoi ? Parce que tous les mobiles ne sont pas dotés du NFC. Donc ça, c'est quand même la grosse limite du papier NFC.
C'est pour ça que de suite, hein, je l'ai dit, j'ai vraiment, je pense, et puis bon, vous n'allez pas me dire le contraire, mais que la reconnaissance d'image et la réalité augmentée, ça a beaucoup plus, c'est beaucoup plus abouti techniquement, et dans l'utilisation, c'est déjà faisable. Near Field Communication, enfin échange proche de données. C'est le sans contact en fait. Ouais. Je sais plus. Oui, le C c'est contact. Contact, un near field, de proche, champ plus. proche de. Faudra du demander contact. à Google. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Est-ce que ça vous intéresserait de faire des campagnes j'ai quand même envie de. Je suis curieuse de savoir de tester des campagnes de reconnaissance d'image ou réalité augmentée. Est-ce que c'est des choses pour votre secteur d'activité qui correspondraient? Oui, mais ça veut dire qu'il faut qu'on se pose la question de tout le dispositif qu'il y a autour. Ça, c'est un outil. Après, qu'est-ce qu'on peut passer comme message? Qu'est-ce qu'on peut C'est ça. vivre comme expérience? En fait, je suis toujours un peu gênée avec l'apparition de ce nouveau média parce qu'on est obligé de réfléchir à l'envers, en fait. Au lieu de se dire, bon, j'ai envie de passer ça comme message, qu'est-ce qu'il y a comme outil à ma disposition pour pouvoir m'aider techniquement à mettre ça en place? Là, c'est plutôt on se dit, ah, il y a ce nouveau truc, si j'ai envie de le tester comme un gadget, qu'est-ce qu'il faut que je réfléchisse comme dispositif? Et alors, moi, alors, pour aider à la réflexion, je pense qu'il peut être bien, c'est vous imprimer de temps en temps, c'est de se dire, bon voilà, j'ai un imprimé, si j'avais voulu mettre l'application, qu'est-ce que j'aurais fait? Commencer par la base. Voilà ce que j'ai l'habitude de faire. Est-ce que là, je peux le rendre scannable? Et c'est tout. Et du coup, on fait son imprimé habituel. Tout imprimé est scannable. C'est ça qu'il faut garder en tête. Donc, vous faites vos impressions habituelles, votre communication print habituelle. Et là, vous dites, bah, tiens, là, je vais peut-être rajouter une vignette. Comme ça, je vais rajouter ce lien-là. Ouais. Mais effectivement, il y a quand même, on peut inclure des vidéos, Ouais. par exemple, et puis ça veut dire aussi qu'il faut qu'on développe l'appli qui va avec. Alors, mais non. La vidéo, si vous avez déjà une vidéo, voilà. Non, mais sans parler de vidéo, vous pouvez décider de renvoyer vers un contenu qui donne un complément d'information parce qu'il y a des choses légales et techniques qui sont très longues que vous ne pouvez pas mettre sur l'imprimé. Dire, je veux en savoir plus, scannez-moi avec la vignette. Et le je veux en savoir plus va renvoyer vers ce contenu légal, supplémentaire. Enfin, je ne connais pas votre activité. Alors, vous pouvez passer. Donc, nous, on va certainement le mettre en place d'ici septembre. Donc, on va investir dans ces logiciels. Et ce qu'on va proposer aux clients, c'est on va monétiser seulement le stockage des images et la gestion des liens. Voilà, ça sera le nom de... Alors, non, on ne va pas mettre ça. On voudrait l'appeler... Ouais, ça sera... Voilà, pour que ça soit utilisable par tout le monde. Je ne donne pas le nom encore parce que faut que je le dépose. Donc, c'est ça que... Voilà. Et vous allez payer seulement le stockage d'images. Et en fait... on le fait parce qu'on a eu beaucoup de demandes de clients, tout simplement, parce que tout le monde nous pose la question. Et c'est assez logique en tant qu'imprimeur que ça soit nous qui proposions une solution en marque blanche. On se dit, bon, si ça ne marche pas, si les clients ils se rendent compte que ça ne marche pas, bon, mais ils auront testé sur une ou deux campagnes. Après, s'ils se rendent compte qu'ils ont de la retombée de data et tout, ça peut engendrer un engouement, ça c'est sûr. Nous, on ne prend pas de risques et on est là pour justement montrer les nouvelles technologies qu'on a liées au print. C'est l'intérêt. Ouais. Juste pour en revenir par rapport à ce que vous disiez, à tout ce qu'il faut développer derrière, je pense qu'en fait, il faut juste tourner la réflexion dans l'autre sens. C'est quand vous faites une campagne de com, vous pensez à tout ce que vous voulez dire au client. Et la plupart du temps, ça ne tient pas sur un imprimé, tout seul. Et sur un imprimé, vous ne pouvez pas mettre de vidéo, vous ne pouvez pas mettre de musique, vous ne pouvez pas mettre... plein de choses, même des formulaires à remplir, ce genre de choses. En fait, ça va vous permettre de... La plupart du temps, c'est ça, quand on monte une campagne, on se dit j'aimerais leur faire ça et leur dire ça et les renvoyer vers les réseaux sociaux et pouvoir interagir avec eux comme ça. Et en fait, c'est ce que vous permet du coup l'imprimé connecté. Et en plus, donc ce que disait monsieur, donc avec le zonage, c'est réellement
d'avoir sur une base d'un imprimé une expérience client qui peut être carrément à 360. Vous pouvez la renvoyer donc vers un formulaire à remplir, vers des conditions générales de vente, vers des vidéos, vers des réseaux sociaux, vers des jeux, des interactions. Vous pouvez carrément penser même des mini-films. Tout est possible derrière ça. En fait, c'est ça qui est intéressant. C'est pas vous dire je prends l'appli, je vais faire un imprimé connecté. Ok, qu'est-ce qu'il faut que je fasse derrière? C'est plutôt j'ai envie de dire plein de choses. Je vais utiliser ce média-là parce que le média papier est important dans la vie des gens et parce qu'ils l'ont souvent avec eux. C'est quand même pratique et ça se conserve et c'est. De ces applications. Il n'y a pas que du stockage. La gestion de données, c'est surtout la remontée de données, de l'intégration de données. C'est entrant et sortant au final. C'est ça qui permet de... Vous avez les deux avantages là. Pouvoir proposer plein de choses à vos consommateurs et derrière connaître leur comportement et récupérer de la data. De toute façon, si vous avez d'autres questions, on a un stand au fond. Je ne connais même pas le numéro de le 20. Voilà, le stand 20. Donc, merci. Au revoir.